J'ai toujours pensé qu'il n'existait pas une réalité, un chemin, une histoire, mais des réalités, des chemins et des histoires propres à chacun. Là où tu vois une colline, un autre voit une montagne. Là où tu vois une montagne, un autre voit une colline. Nos histoires sont faites de décisions, de victoires, de déceptions et bien plus encore. Ce n'est pas parce qu'on ne vit pas la même chose qu'on ne peut pas se comprendre. Tout commence par un échange. Puis vient l'inspiration, l'identification, la prise de conscience et l'évolution. Et maintenant, découvrons ensemble chaque histoire. Comment tu te sens? Ça va. Ça va? Ça va aller de mieux en mieux encore. On va commencer par un clap, comme d'habitude. C'est le clap du début. Eh bien Juliette, je suis très content de te recevoir là. Et bienvenue à tous sur Alors c'est quoi ton histoire? En tant qu'humain, on ne contrôle pas tout. De l'environnement à notre corps, il y a des choses qu'on maîtrise et d'autres non, pas du tout. Il y a des corps qui vont trembler, des corps qui vont tomber, des corps qui vont s'effondrer sans prévenir. Et il y a des esprits qui vacillent, qui luttent, qui restent debout malgré toutes les tempêtes. Et derrière ces épreuves, il y a des hommes, des femmes, des humains, avec leurs forces, leurs blessures, leurs doutes, leurs vérités, leurs réalités. Et c'est dans Alors c'est quoi ton histoire que je souhaite donner le micro à toutes ces personnes-là qui veulent raconter leur réalité. Et là, aujourd'hui, c'est avec toi, Juliette. On va essayer d'aller comprendre ta réalité au travers de ta voix. Écoute, merci de me donner la parole. On va commencer par le speedrun question. C'est un format où je vais te poser des questions, okay, et tu vas y répondre le plus rapidement possible et prendre quelques instants pour justifier ta réponse, parce que finalement, c'est la justification qui va nous intéresser. Okay. Ton prénom? Juliette. Ton âge? 45. Ta profession? Je suis UI UX designer de formation et je suis co-founder de Gando. T'es plutôt du matin ou du soir? De la nuit. Pourquoi ça? Comment ça se fait? J'ai beaucoup de mal à me lever le matin et je commence ma journée assez tard. Et quand je commence à travailler, j'ai beaucoup de mal à m'arrêter. Donc, en général, je finis tard. C'est quoi ton petit plaisir coupable? Je dirais les gâteaux. Parce que tu te laisses tenter facilement par tout ce qui est pâtisserie. Ouais, j'essaye de me retenir, hein, j'essaye de me mettre des limites, mais c'est difficile. C'est des trucs que tu préfères faire toi-même ou c'est des trucs que tu achètes en général? Non, c'est des pâtisseries de chez le pâtissier. J'aime cuisiner quand c'est pour les autres, mais quand c'est pour moi toute seule, non. Ouais, c'est vrai. C'est beaucoup de temps perdu pour tout démonter en 20 minutes. Voilà, non, moins que ça. Je mange en 10 minutes chrono. Pour toi, est-ce que tu préfères apprendre seul ou apprendre avec quelqu'un? Apprendre seul. Ouais. Ouais, je suis très autodidacte. Je regarde beaucoup de podcasts sur Internet. J'aime beaucoup. J'apprends mieux quand je regarde des vidéos toute seule. Et je fais des pauses et tout de suite, je mets en pratique ce que j'ai appris. Et je trouve que j'assimile beaucoup mieux comme ça. Ouais. Si tu devais choisir, est-ce que tu préfères la quantité, donc la répétitivité, ou est-ce que tu préfères la qualité? À quel niveau? Ce que tu veux. Je te balance cette question-là. Tu l'intègres dans le contexte que tu veux. Tu vas pouvoir l'énoncer dans ta réponse et ensuite tu peux me donner effectivement ta réponse. La qualité, forcément. La répétitivité, ça veut tout et rien dire. On peut être à l'usine, répéter tout le temps les mêmes gestes, ça n'a aucun intérêt. Donc forcément, la qualité, non. C'est plus de plaisir. La famille ou plutôt la carrière? Je dirais la famille quand même. La famille, c'est le plus important. Et qu'est-ce qui te fait dire ça pour toi, dans ton cas? Pour l'instant, j'ai eu de la chance. J'ai encore perdu personne de ma famille.
Mais je crois que le jour où ça arrivera, ça me fera vraiment beaucoup de mal. Pour l'instant, je remercie le ciel, même si je suis pas croyante, que j'ai encore tous mes proches autour de moi. Mais je pense que c'est le plus important, c'est de profiter de ses proches. La carrière, c'est secondaire. Enfin, je veux dire, on peut faire une pause dans sa carrière, mais on peut pas faire une pause avec ses proches, et une fois qu'ils sont plus là, c'est trop tard. J'ai changé pas mal de fois de métier. Donc, oui, on peut se refaire, on peut changer, mais la famille, non, c'est unique. On va sûrement en parler par la suite encore. Oui. Où est-ce que ça serait pour toi le meilleur endroit pour te ressourcer? Est-ce que tu préfères la montagne, la forêt ou la mer? Alors, la montagne, sans aucun doute. Déjà parce que j'ai mes parents qui habitent à la montagne, qui habitent un village au sud de Grenoble. C'est un très joli petit village sur un plateau entouré de montagnes. Là-bas, il n'y a aucune pollution atmosphérique. Donc, la nuit, on voit les étoiles, on voit la Voie lactée. C'est absolument magnifique. En plus de ça, moi, j'adore l'astronomie. Et quand je regarde le ciel, ça m'éblouit à chaque fois. Ouais. Comme je vis à Paris, on n'a jamais l'occasion de voir ce spectacle et c'est absolument magnifique. Donc la montagne, sans aucun doute. Et est-ce que tu préfères suivre ton instinct ou suivre les conseils qu'on peut te donner? Je dirais les conseils parce que mon instinct peut me tromper. Non, je dirais les conseils. Les conseils parce que les gens sont si les gens me donnent des conseils, c'est parce qu'ils ont de l'expérience. Donc, sont forcément plus aguerris que mon instinct. Donc, non, les conseils. Les conseils. Est-ce que tu penses que tous les conseils sont bons à prendre? Ça dépend de qui. D'un professeur, oui. J'ai beaucoup de respect pour les professeurs. D'ailleurs, je suis fille de prof, donc oui. Oui, d'un professeur, je suivrai toujours les conseils. De quelqu'un qui a de l'expérience, oui, forcément. Oui. Mais pas tous les conseils. Non, je me réfère beaucoup à l'expérience de la personne. Ouais. Si ça vient d'une personne, d'un professeur, par exemple, tous les conseils d'un professeur sont bons, mais du coup, tu discrimines par rapport à la personne et pas au conseil. Les conseils du professeur sont toujours des bons conseils, selon toi? Jusqu'à présent, oui. Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé que c'était les bons conseils. Les professeurs sont en général plus érudits que moi. Ils ont fait des études pour arriver à devenir prof. Donc oui, je pense que les conseils des profs sont toujours meilleurs. Parmi les personnes que je respecte le plus, ce sont les professeurs. Et je pense que les personnes qui ont compté le plus dans ma vie, ce sont mes professeurs d'ailleurs. Surtout quand j'étais enfant. Quand on est enfant, on est facilement malléable et je pense que mes instituteurs, mes profs d'école primaire, ce sont les personnes qui ont le plus influencé ma vie. On va pouvoir en parler aussi. Oui. Pour réconforter quelqu'un, consoler quelqu'un, est-ce que tu préfères te taire et faire un câlin ou trouver les mots justes? Alors, je ne suis pas très câlin. Je suis pas très câlin. Je vais essayer de le réconforter par des mots plutôt. Je suis quelqu'un de plutôt empathique, donc je vais essayer de me mettre à sa place. Donc, je vais essayer de me dire qu'est-ce que moi je ferais à sa place. Donc, je vais essayer de le réconforter et de lui dire comment avancer. Tu te retrouves aujourd'hui devant des personnes en besoin. Il y a une personne que tu connais qui a besoin de 1 000 € et tu as 10 personnes que tu ne connais pas
qui ont besoin de 100 € chacun. À qui tu donnes? Forcément à la personne que je connais. Ouais. Est-ce que tu as besoin de savoir où va aller l'argent? Non, non, j'ai pas besoin de savoir où va l'argent, mais je veux savoir par contre quel est son problème, quelle est sa difficulté. Et oui, si je sais que c'est pas pour se mettre bien, pour aller jouer au casino, non, si elle est en difficulté, oui, non, si c'est quelqu'un que je connais, non, je vais lui donner les 1 000 € dont elle a besoin. D'accord. Tu préfères être aimé ou être respecté? Je pense être respecté. Ouais. L'amour, j'avoue que c'est quelque chose qui m'a un peu passé. Passé? Oui, l'amour, c'est le privilège de la jeunesse, on va dire. Aujourd'hui, c'est moins un besoin pour moi que quand j'étais jeune, on va dire. D'accord. On va peut-être pouvoir en parler aussi. Oui. Okay. Est-ce que tu préfères pardonner ou tourner la page? Tourner la page. J'ai du mal à pardonner. Ouais. Pas rancunière, mais je n'oublie pas. Ouais. Voilà. On va dire bon, ok, c'est passé. Toi, tu dégages de ma vie, mais je n'oublierai pas. Ça va me servir de leçon, on va dire. Mais c'est de garder les liens avec une personne qui m'a trompé. Non. Non, c'est non. Ouais. Non, je tourne la page. Est-ce que tu préférerais parler toutes les langues ou pouvoir comprendre toutes les émotions sans faille? Je crois que je préférerais parler toutes les langues. Parce que comprendre toutes les émotions, ça serait... Je pense que ça serait douloureux. Les émotions, c'est beaucoup de... il doit y avoir beaucoup plus de douleur, je pense, dans les émotions que de bonnes émotions. Ouais. Donc, je pense que parler toutes les langues, ça serait plus intéressant pour voyager, pour découvrir de nouveaux pays, de nouvelles personnes. Ça serait plus intéressant pour moi. Est-ce que c'est un parallèle que tu fais avec ta vie à toi, ton existence à toi, ton expérience à toi? Quand tu dis il y a peut-être plus de douleur dans les émotions que de joie? Pas forcément par rapport à moi, mais disons que dans le cinéma, je trouve qu'on fait de plus beaux films avec les émotions négatives, douloureuses, qu'avec les bonnes émotions. Je veux dire, les gens contents, les films où tout le monde est content, on s'en fiche, quoi. Je trouve que les films où il y a une douleur les émotions douloureuses sont beaucoup plus intéressantes à décrire que les films où tout le monde est content. Donc, C'est vrai que plus jeune, j'entendais beaucoup que, en général, les bonnes émotions, les bons moments, les bons souvenirs, tu finis par plus les oublier, en tout cas plus rapidement, que les mauvais souvenirs. C'est peut-être lié à ça, qui joue beaucoup dans les émotions négatives au cinéma, et que finalement, on se souvient peut-être plus fortement. Oui, et puis en plus, les émotions douloureuses te font avancer. Oui. Te permettent de résoudre, en tout cas, d'essayer de résoudre une situation, alors que quand tu es heureux, quand tout va bien, t'as pas besoin de demander plus. Cicatrice visible ou cicatrice invisible? Alors moi, des cicatrices visibles, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup parce que, on en parlera peut-être après, mais j'ai beaucoup de brûlures sur moi. J'ai eu une jambe cassée en deux. Donc, non, je préfère encore avoir des cicatrices visibles, surtout que maintenant, je les ai acceptées, il n'y a pas de souci. Les cicatrices invisibles, c'est plus difficile à reconstruire. Ouais. Et c'est quoi pour toi les cicatrices invisibles?
Voilà, aujourd'hui, on parle d'affaires... je vais pas dire le mot, mais on parle d'affaires Betaram, on parle de choses comme ça. Des gens qui ont été menés au suicide. Donc, non, des choses comme ça, c'est très difficile. Cicatrice invisible, c'est très difficile d'en parler déjà. Aujourd'hui, on en parle, mais avant, c'était vraiment tabou. Donc non, la cicatrice invisible, on n'est pas sûr de pouvoir la guérir. Est-ce que tu imagines, toi, un jour, un remède pour les cicatrices invisibles? Quelque chose qui pourrait contrebalancer ces cicatrices-là? Ou ces blessures-là, peut-être même, avant même que ça soit cicatrice? Déjà, la parole aujourd'hui se libère beaucoup plus qu'avant. On parle beaucoup plus aujourd'hui de la pédophilie, on parle de la misogynie, on parle des enfants qui sont maltraités à l'école, ce qui ne se faisait pas du tout auparavant. Donc oui, libérer la parole, c'est déjà aider les gens, plutôt que de garder tout pour soi. Ouais. Donc aider les gens à en parler, oui, c'est important. D'accord. Si tu pouvais revivre un seul jour aujourd'hui de ton existence, bien sûr, il y en a eu pas mal, mais si tu pouvais en choisir un parmi peut-être plein d'autres, quel serait ce jour? La grande question. Honnêtement, je ne sais pas. Bon, peut-être... Quand j'étais petite, j'ai fait un concours de bande dessinée et j'ai gagné le premier prix. J'ai appris ça à l'école et je suis rentrée de l'école. J'avais totalement oublié que je l'avais gagné. Et j'ai dit à mes parents à table, « Ah, mais au fait, j'ai gagné le premier prix de bande dessinée. » Et mes parents ont fait, « Quoi ? Mais t'as oublié de nous le dire ? C'est une blague, tu plaisantes. » Parce que le premier prix, c'était un voyage à Venise. Et ils ont dû appeler mon professeur d'école pour vérifier que je ne racontais pas des cracks. Donc, oui, ils étaient tellement surpris, ils étaient tellement contents que, oui, peut-être ce jour-là. Mais bon. Ouais, ça devait être un moment fort. Oui, c'était. Ce moment-là était vraiment un moment important dans ma vie. J'en parlerai peut-être plus après. Ouais, avec plaisir. Si aujourd'hui tu pouvais dîner avec n'importe qui, de vivant ou de mort, tu choisirais de dîner avec qui? Oula. Il y en a un qui me vient comme ça, mais c'est pas le seul. Mais je pense Albert Einstein. D'accord. Je pense que oui, je lui demanderai quelle est sa vision du monde. Même s'il a fait des erreurs dans sa vie, il croyait pas au trou noir. Il les a prédits, mais il y croyait pas. Il disait non, c'est pas possible. Ça peut pas exister, ce genre de choses. Un trou dans l'espace-temps, c'est pas possible. Mais il faisait des expériences de pensée. Il avait une vision assez incroyable et je pense que je lui poserai beaucoup de questions. Ouais. Demain, je t'offre une semaine. Demain, on t'offre une semaine où, voilà, toutes les contraintes que tu peux imaginer sont effacées. Qu'est-ce que tu décides de faire? Arthur Clarke a écrit un roman de science-fiction qui s'appelle Rencontre avec Rama, qui parle d'un objet étrange qui s'approche de la Terre. Au départ, on ne sait pas du tout ce que c'est. Les humains envoient une équipe d'astronautes pour vérifier de quoi il s'agit. Et on se rend compte qu'il s'agit d'un cylindre gigantesque qui fait plusieurs kilomètres de diamètre. Il y a une porte. Ils ouvrent le cylindre et dedans, ils trouvent une espèce de monde qui tourne avec la force centrifuge. C'est-à-dire que
autrefois, ce fut un monde habité, Mmh. en tout cas qui a été fait pour être habité par une population, mais il n'y a plus personne. Donc c'est un objet errant, comme ça, dans l'univers, qui a probablement été habité, mais il n'y a plus personne. Mmh. Et on n'a aucune trace de la civilisation qui a pu la construire, qui a habité cet objet. Donc les terriens se posent beaucoup de questions, les gouvernements, ça déclenche toute une série, toute une crise mondiale. Mais bon, cet objet dévie comme ça dans l'espace, donc on ne peut pas l'arrêter. C'est la loi de la gravitation. Donc, au bout d'un moment, l'objet repart dans l'espace. Et voilà, on n'a pas de réponse. Si on découvrait ça un jour, je trouverais ça absolument incroyable, si c'était vrai. Bon, déjà, ça voudrait dire qu'il existe une autre civilisation dans l'espace. Parce que bon, si on rencontrait une autre civilisation, je ne suis pas sûre que ça se passerait très bien. Moi, ça me ferait un peu peur. Ouais. Par contre, savoir qu'il existe une autre civilisation, ça serait vraiment incroyable, exceptionnel. Ça voudrait dire qu'on sait qu'on n'est pas les seuls, mais comme ça, on ne serait pas obligé de les rencontrer. Bon, honnêtement, j'aimerais bien que la guerre entre l'Ukraine et la Russie s'arrête, mais ça serait plutôt en faveur de l'Ukraine. Du coup, il faudrait que la Russie se casse la figure. Ouais. Ça serait une coalition. L'Ukraine ne va pas y arriver toute seule, déjà. Donc, ça sera forcément une coalition de plusieurs pays. On va dire l'Occident, hein, soyons réalistes. Mais je pense qu'avec toutes les nouvelles technologies et stratégies que l'Occident est en train de déployer, et avec l'épuisement de l'économie russe, c'est possible que ça arrive. Merci Juliette pour toutes ces réponses. Chaque chemin est unique. Certains sont chaotiques, d'autres lumineux. Certains vont être brisés par des corps, par des esprits. Et parfois, il suffit de poser les bonnes questions pour entendre l'histoire des autres, essayer de comprendre aussi d'où ces personnes viennent et ce que révèle leur histoire. Aujourd'hui, on va foncer un peu plus dans ton histoire, Juliette, et on va aller droit au cœur des choses avec la question tant attendue qui est Juliette, alors, c'est quoi ton histoire? Alors, moi, je suis née dans une famille de classe moyenne. Donc, mes parents sont profs, fonctionnaires, du coup. Dans un pays, on va dire, de richesse moyenne, voire même plutôt riche. Donc, j'estime que j'ai quand même pas mal de chance. En plus, on est né à une époque sans guerre, en tout cas à notre niveau, en Europe. Je trouve qu'on est né quand même à une période vraiment charnière de l'humanité, où on découvre l'intelligence artificielle, l'informatique. Enfin, en ce qui me concerne, puisque je suis née en 1980, j'ai eu 20 ans en l'an 2000. C'est vraiment une période charnière de l'humanité, donc je suis toujours très étonnée de constater que je suis née à cette période de l'humanité. Et je trouve qu'on a énormément de chance d'être né là où on est. C'est Maxime Le Forestier qui a écrit une chanson « Né quelque part ». On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. Et je trouve que j'ai beaucoup de chance. Après, mon histoire, moi, j'ai eu des petits soucis quand j'étais enfant, puisque je suis épileptique depuis l'enfance. Ça a commencé quand j'étais petite. Je faisais des expériences de pensée à l'école maternelle, déjà, quand j'avais 3 ou 4 ans. Quand on est enfant, déjà, on
on a le cerveau qui n'est pas encore bien formé. Donc, on est capable de... On n'a pas une vision vraiment très claire de la réalité. On est capable de faire des expériences un petit peu poussées. En tout cas, moi, je faisais des expériences comme ça. Je me rappelle qu'un jour, j'étais dans la cour de l'école et je me disais, je ne suis pas dans mon corps, il n'y a pas de réalité autour de moi. Non, tout ça, c'est faux. C'est une illusion, malgré que j'étais très jeune, j'avais 3 ou 4 ans. Et à force de me concentrer comme ça sur cette idée-là, à un moment, je me suis sentie sortir de mon corps. Et je me rappelle très bien, je voyais... J'étais au-dessus de la cour d'école. Je voyais mon esprit avait quitté mon corps et je me voyais 3 mètres au-dessus, ce qui pour un enfant est beaucoup. J'étais 3 mètres au-dessus de la cour d'école, donc je n'étais plus dans mon corps. C'était vraiment vertigineux et on va dire 4 secondes après, j'étais retombée dans mon corps. Et pendant cette expérience-là, tu n'avais pas perdu connaissance ni rien? Non. J'étais toujours debout. Mon corps était toujours debout. Mais mon esprit, lui, il était au-dessus. Il était 3 mètres au-dessus. Et alors, c'est un petit peu la même expérience qu'on fait au début d'une crise d'épilepsie. C'est ce qu'on appelle l'aura. C'est l'impression de sortir de son corps. Alors, la crise d'épilepsie, elle peut avoir plusieurs... Ça peut être accompagné de plusieurs effets. Donc, au début, il y a ce qu'on appelle l'aura. Oui, une sensation de déjà-vu, d'abord. L'impression d'avoir déjà vécu cette situation il y a très longtemps. Ensuite, une sensation de sortir de son corps. Après, ça dépend de la gravité de l'épilepsie, mais soit on a ce qu'on appelle une absence, c'est-à-dire que si toi, tu assistes à quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie, tu verras la personne qui est bloquée, qui ne bouge plus, comme si elle était partie. Soit on a une crise tonico-clonique, c'est-à-dire que la personne commence à convulser. Après, moi récemment, les dernières crises d'épilepsie que je faisais, c'était des crises assez graves, donc des crises toniques où je convulsais. Après, je tombais et je restais à garde pendant plusieurs minutes. C'est-à-dire que je pouvais pas répondre, j'étais plus là. Je revenais à moi petit à petit, mais quand on me posait des questions, je savais plus parler, je pouvais pas répondre, je savais même plus comment je m'appelais. Et du coup, à chaque fois, avant de tomber justement dans cette crise, est-ce que tu avais ce déjà-vu? Oui, toujours. C'est un déjà-vu lié au contexte autour de toi? Non. C'est quoi? C'est pas lié au contexte, mais j'ai cette sensation. Mais j'ai déjà vu ça il y a longtemps. J'ai déjà vécu exactement cette situation. D'accord. Alors, c'est sûrement une illusion du cerveau. Parce que j'ai fait beaucoup d'analyses par rapport à ça. Je parlerai après de la suite de la crise d'épilepsie. C'est probablement une illusion du cerveau qui fait que y a quelque chose qui se passe au niveau du cortex qui fait que comme il y a une barrière qui est brisée, on vit en direct parce que normalement le cerveau met quelques millisecondes à analyser. C'est pour ça qu'on a l'impression d'avoir déjà vu, mais en fait ça se passe, on le ressent alors que ça se passe au moment même où on le vit, alors que d'habitude, le cerveau met du temps avant de comprendre ce qui se passe. Ça se passe en une fraction seconde, mais juste au moment de la crise, on a l'impression que ça s'est passé il y a très très longtemps. Après, après la crise, quand je reviens à moi, donc je mets beaucoup de temps à pouvoir recommencer à parler. En fait, le cerveau, c'est un petit peu... le cerveau, après une crise d'épilepsie, c'est un petit peu comme un ordinateur qui fait un reboot. La crise, c'est une décharge électrique dans le cerveau qui va faire péter un petit peu toutes les connexions neuronales. Donc c'est pour ça que
les différentes aires du cerveau ne peuvent plus communiquer entre elles. C'est pour ça que tu n'arrives plus à parler, tu ne sais plus où tu es, etc. Et il faut un petit peu de temps pour que les connexions se refassent. Et en plus de ça, tu as perdu déjà une certaine part d'information de ton histoire. Tu es comme j'ai tendance à dire, tu es comme un enfant qui redécouvre le monde. Tu as une vision du monde qui est comme un bébé. Et après, il y a une deuxième phase encore qui peut durer plusieurs jours et plusieurs semaines, qui est ce qu'on appelle l'état extatique. Et ça, Dostoïevski, en parle, il est le premier à en parler dans ses écrits. Il en parle notamment à travers son personnage du prince Mishkin dans L'Idiot. Et l'état extatique, c'est un petit peu, ça s'apparente à une espèce de clarté mentale, de certitude par rapport au monde. Et je pourrais décrire ça un petit peu plus scientifiquement après, parce que pas beaucoup de gens parlent de cet état d'esprit, parce qu'ils ont peur d'être pris pour des fous, en fait. Moi, j'ai beaucoup ressenti ça après des crises d'épilepsie très graves. Et je me suis intéressée à la chose. J'ai trouvé très peu de témoignages et de scientifiques qui en parlent. J'ai trouvé une scientifique qui en parle, qui s'appelle Fabienne Picard, qui faisait une conférence à Genève là-dessus. Mais il n'y a pas beaucoup de scientifiques qui se sont intéressés au sujet. En fait, le cerveau est une machine à prédiction. Il y a une aire du cerveau qui s'appelle l'insula, qui est l'aire qui va collecter en fait toutes les informations que tu as de l'extérieur, c'est-à-dire toutes tes sensations auditives, visuelles, qui va aussi collecter tes informations venant de ton corps, c'est-à-dire le cœur, les intestins. C'est ça qui va donner ton impression physique, ton impression d'exister. Et c'est une machine à prédiction dans le sens où en fait, la perception que tu as de la réalité, elle vient plus des prédictions que tu vas en faire que ce que tu captes de la réalité. C'est-à-dire que une personne normale va voir un nez et elle va associer ça, elle va se dire un nez, c'est associé à un visage. Donc, si je vois un visage, c'est associé à une personne. Mais c'est le cerveau qui va faire cette prédiction-là avant même de voir ce qui se passe vraiment. Et après une crise d'épilepsie, cette aire du cerveau qui fait ces prédictions-là, elle dysfonctionne. Et donc, tu ne fais plus de prédictions par rapport à la réalité. Et c'est pour ça que tout ce que tu captes de l'extérieur, de la réalité, arrive directement au cortex. Et c'est pour ça que tu as cette impression de réalité parfaite. Il n'y a plus de mur entre l'extérieur et toi. Donc tu as une impression comme ça de clarté mentale et d'extase, parce que en fait tu comprends le monde comme s'il n'y avait plus de barrières. C'est ça que Dostoïevski appelle les états extatiques. Et ça peut être souvent associé à des états mystiques, puisque tu as l'impression de rentrer dans une autre réalité. C'est là que tu te rends compte que, en fait, quand tu es dans une période... C'est un état très transitoire, hein, ça ne dure pas longtemps. Les plus grosses périodes que j'ai eues dans cet état-là, ça a duré 2 semaines. Ouais, quand même. Oui, quand même. Mais justement, j'étais bien consciente que c'était lié à la crise, donc je me suis beaucoup intéressée à ça. Je me demandais si ce n'était pas une hallucination. Je savais que c'était lié au cerveau. Mais je me suis posé beaucoup de questions.
J'essayais de voir ça d'un point de vue scientifique, pour essayer de savoir si c'était pas une illusion. Parce que j'avais des visions un petit peu mystiques. Je me disais, en fait, ce qu'on comprend de la réalité en dehors de ces états extatiques est faussé. Est faussé par notre cerveau. Il y a quelque chose au-delà de la réalité. Et d'ailleurs, j'ai ressenti, j'ai compris des choses qui sont indicibles, qui sont indescriptibles. J'ai entendu des choses, j'ai entendu des voix. Je sais, ça fait un peu Jeanne d'Arc, mais oui, j'ai entendu quelque chose me parler, et ça faisait tellement sens. C'était pas moi qui l'inventais, puisque à ce moment-là, j'étais même plus capable de dire mon nom, mon prénom. J'étais même plus capable de formuler quelque chose. Non, j'entendais vraiment quelque chose qui me parlait. Donc je me suis dit, il y a quelque chose vraiment au-dessus. Il y a quelque chose vraiment qui vient une autre couche de la réalité. Mais ça ne dure qu'un moment. Et quand on quitte ça descend petit à petit. Et quand on quitte cet état extatique, c'est presque dommage, parce que on se sent tellement bien, en fait, quand on est dans cet état de clarté mentale que c'est dommage de revenir à la réalité normale, on va dire. Mais est-ce que c'est pas trop prenant au niveau psychologique, au niveau mental, d'être autant à l'affût? Alors, c'est pas prenant en soi. Enfin, on va dire ça. Scientifiquement, c'est quelque chose qui consomme beaucoup d'énergie pour le cerveau. Pourquoi est-ce que notre cerveau est une machine à prédiction? C'est justement pour éviter de consommer trop d'énergie. Donc, quand l'insula va être bloquée, notre cerveau va consommer beaucoup plus d'énergie, donc ça va nous fatiguer beaucoup plus. Par contre, les idées mentales qui vont nous parvenir vont être absolument passionnantes. On va découvrir des choses, on va entendre des choses, on va ressentir les choses d'une manière totalement incroyable, et on va redécouvrir le monde d'une manière qu'on n'aurait jamais su comprendre, imaginer autrement. J'ai fait une très grosse crise d'épilepsie c'était en 2021. J'ai fait une très grosse crise d'épilepsie le jour de l'an. J'étais avec mes parents. Ils m'ont emmenée à l'hôpital, puisque je suis tombée par terre. Je me suis fait assez mal, apparemment. Donc, ils m'ont emmenée à l'hôpital. Je me suis réveillée quelques heures après. Et la première chose que j'ai dit en me réveillant, c'est « il va y avoir la Troisième Guerre mondiale ». J'ai dit le 23 février. Et le 23 février, la Russie envahissait l'Ukraine. Ma mère, la première chose qu'elle a dit, le 1er janvier, du coup, elle a dit « mais tu racontes n'importe quoi, tu fabules ». Enfin, elle avait l'habitude que je dise n'importe quoi juste après une crise d'épilepsie. Donc, elle me fait bon, tu étais encore en train d'entendre des voix, etc. Et après, la Russie a envahi l'Ukraine. Je lui dis, tu vois, et après, on parlait Poutine parlait de bombes nucléaires, tout ça. Ma mère commençait à paniquer un petit peu. Et du coup, j'en reviens à ce que je disais. Moi, j'étais en train de travailler devant mon écran d'ordinateur. Je tapais des mots. Et comme c'était la guerre en Ukraine, j'avais toujours les infos en fond. J'écoutais soit la radio, soit la télé, pour voir un petit peu ce qui se passait. Et à chaque fois que je tapais des mots, j'entendais le présentateur à la télé ou à la radio qui prononçait exactement le mot que je tapais. Alors je me disais, à chaque fois je reste très rationnelle, je me dis c'est peut-être une hallucination. Donc je prends à partie mon petit ami de l'époque et je lui disais, mais
as remarqué que quand on discute ensemble, souvent, à la télé, ils parlent de la même chose. Et c'est vrai, il m'a confirmé, quand je suis avec toi, c'est vrai que on entend souvent les mêmes choses à la radio, à la télé, les choses comme ça. Et tes crises d'épilepsie ont commencé à quel moment, en fait? À quel moment, dans ton histoire, tes parents ou toi, vous vous êtes rendu compte qu'il y a un truc qui n'allait pas? C'était quand j'étais petite, je faisais des absences. Moi, je me rappelle que j'avais des impressions de sortie de mon corps. Mais les absences, forcément, je ne m'en souviens plus. Mais à un moment, j'étais dans la classe, j'écoutais la maîtresse et j'ai probablement fait une absence. Je reviens à moi et toute la classe me regardait. Et la maîtresse me fait « Mais ça va, Juliette ?» Et moi, je fais « Oui, ça va. » Et je m'essuie la bouche. Et apparemment, il y avait un filet de bave qui m'avait dégouliné le long de la joue. Oui, parce que quand on fait une absence, on a tous les muscles qui se relâchent et on est là. Donc oui, ça avait dû les surprendre. Ils n'avaient jamais vu ça. Moi-même, personnellement, je n'ai jamais vu personne faire une crise d'épilepsie. Du coup, j'ai regardé des vidéos. C'est vrai que c'est très impressionnant. J'avoue que ça fait peur. Et là, tu avais à peu près quel âge quand vous vous êtes rendu compte de ça? Je devais avoir entre 8 et 10 ans. Ouais, assez tôt. Mon père a détecté, s'est dit tout de suite, ça doit être une épilepsie. Il m'a emmené voir directement un neurologue. Il a expliqué à la docteure ce qu'il en pensait. Il lui a dit ça doit être de l'épilepsie. La docteure a fait non, c'est pas une épilepsie. Puis à ce moment-là, justement, devant le docteur, j'ai fait une crise. Elle a fait ah oui, si, c'est probablement ça. Et tu as des déclencheurs, parce que là, quand tu me dis, par exemple, que ça s'est passé devant une médecin en l'occurrence, est-ce que il y a des déclencheurs, vous avez pu identifier, toi, tes parents, la médecin ou les autres médecins que tu as pu voir, un déclencheur qui faisait que, bam, tu rentrais en transe? Non. À l'époque, il n'y avait pas de déclencheur particulier. Alors, moi, je sais qu'on m'a fait plusieurs scanners du cerveau. Il n'y a pas de lésion vraiment au niveau du cerveau, mais et elle se généralise du coup dans tout le cerveau, mais on ne sait pas. On m'a proposé de m'opérer. On m'a proposé de me faire une opération du cerveau, c'est-à-dire qu'on fait 3 petits trous dans le crâne. Enfin, d'abord, on fait beaucoup de tests quand même avant de savoir où se trouve la bonne zone. C'est des tests très très longs qui peuvent durer 9 mois, 1 an, voire plus. Et après ça, on va aller griller la zone qui est responsable de la crise. On m'a proposé de le faire, on m'a expliqué le protocole, j'ai dit non. Heureusement pour moi, maintenant j'ai un traitement qui est vraiment très efficace. Donc j'estime que je n'ai pas besoin d'opération pour vivre. Mais à une époque, je faisais 3 crises d'épilepsie par jour. Donc là, c'était vraiment très handicapant. D'autant plus que je me blessais, je tombais, je me suis cogné la tête plusieurs fois, je me suis brûlée. Il a fallu appeler les pompiers. Je ne pouvais pas prendre les transports sans que quelqu'un tire la sonnette d'alarme. Donc oui, c'était vraiment très compliqué. Maintenant, je ne fais plus de crise. Donc, Et ce sont des traitements à vie que tu dois prendre? Oui, c'est à vie. Oui. D'accord. Et c'est combien de médicaments à peu près que tu dois prendre? Est-ce que c'est un nombre défini de traitements qui ciblent différentes structures du cerveau, qui ont différents rôles? Alors, il y a 3 médicaments différents. Ce sont 7 pilules à prendre par jour. Et comme tout médicament, plus on en prend, plus c'est fatigant. Donc moi, j'ai beaucoup de mal à tenir une journée complète sans dormir. C'est aussi pour ça que
j'ai du mal à me lever le matin. Bien sûr. Après, il y a une chose qui est bien avec ces médicaments-là, c'est que ça a un effet antidépresseur. Donc, si autrefois j'avais peut-être des effets un petit peu dépressifs, aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Ouais. Ça traite deux choses à la fois. Ça c'est bien, oui. Tu nous disais au départ que tu étais à l'école. À l'école, ça se passait très bien et tu avais ces expériences-là de expériences de pensée, de sortie de mon corps, oui. Ouais. Mais avant ça, j'avais aussi quand j'étais petite, j'avais aussi un ami imaginaire. J'avais pas, en fait, quand j'étais à la maternelle, tout se passait bien, j'avais des amis, puis mes parents ont déménagé. Je suis arrivée au CE1 dans une école que je ne connaissais pas. Et comme je ne connaissais personne, j'avais mon ami imaginaire et je faisais le tour de la cour. Et je parlais à mon ami. Je n'avais pas besoin d'autres amis. Mon ami il me comprenait mieux. En fait, c'est les maîtres et maîtresses d'école qui se sont inquiétés parce que je n'avais pas d'amis et que je tournais en rond dans la cour. D'accord. Ils ont averti mes parents en disant « Oui, mais Juliette, quand même, un peu bizarre, elle n'a pas d'amis. » Et mes parents m'ont dit « Mais Juliette, il faudrait que tu te fasses des amis. » Moi, j'ai dit « Mais maman, j'ai des tas d'amis. » Dans ma tête. Et toi, comment tu te sentais à ce moment-là? Est-ce que justement ça te suffisait? Est-ce que tu en ressentais le besoin? Est-ce que c'était quelque chose qui est arrivé parce que tu avais besoin d'amis que tu n'avais pas? Ou est-ce que tu te disais ça me suffit et j'en suis très heureuse comme ça? Mon ami imaginaire était beaucoup plus passionnant que les copains de la classe. Les filles jouaient à la poupée Barbie, à l'élastique. Ça t'intéressait pas? Ça me passionnait pas du tout. Ouais, donc tu trouvais... Mon ami imaginaire, il avait des choses beaucoup plus intéressantes à me dire. Et donc là, au niveau de la chronologie, où est-ce qu'on est et c'est quoi la suite alors pour toi une fois que tu as passé la primaire, le collège, le lycée, le post-bac et peut-être même au niveau professionnel, au niveau des relations que tu as eues, comment ça s'est passé après pour toi? Le collège, ça a été un peu difficile. J'étais un peu harcelée au collège. Donc, le collège, période dure. Le lycée, ça s'est beaucoup mieux passé. Après, j'ai décidé de suivre une voie artistique puisque j'étais pas mauvaise en dessin. J'avais suivi des cours de beaux-arts quand j'étais au collège, au lycée. Par contre, il y a un truc que je regrette un petit peu, c'est que comme je suis de la génération Y, en fait, je suis née un petit peu trop tôt. Toutes les études que j'ai faites, ça se faisait à la planche à dessin et le numérique n'existait pas, en fait. Donc, tout ce que j'ai appris à faire, c'était au feutre, à la main, au stylo. Et dès que j'ai fini mes études, tout se faisait sur ordinateur. Donc, tout ce que j'avais appris à faire, oublié. Ça ne servait plus à rien. Heureusement, je m'intéressais depuis très tôt à l'informatique. Mon père aimait beaucoup l'informatique déjà dans les années 90. Et il m'interdisait de toucher à l'ordinateur, mais moi, évidemment, je tripatouillais dessus. Et évidemment, je le faisais clasher. Non, du coup, quand Photoshop est arrivé, je me suis très vite débrouillée avec. Je savais monter un ordinateur. Non, je me suis très vite adaptée quand même au numérique. Même si je n'ai pas appris à m'en servir à l'école, j'étais assez facile. J'étais autodidacte avec les logiciels. Et quand tu as quitté le lycée, même en post-bac, du coup, tu t'es lancé dans l'artistique. C'était quoi les expériences que tu as pu faire après? J'ai fait une prépa en art appliqué. Mon but, c'était quand même de monter à Paris.
J'ai fait une petite école de mise à niveau en province. Pour monter à Paris, il fallait avoir de très bonnes notes quand même. Mon but, c'était de faire une classe de communication visuelle, mais je n'avais pas les assez bonnes notes pour ça. Par contre, j'ai été prise à l'école Boulle en architecture d'intérieur. Donc, j'ai dit, OK, l'école Boulle, en plus, c'est quand même vachement sérieux. Mais l'architecture, par contre, c'était pas mon truc. Je m'en suis rendu compte longtemps après. Ouais. Après l'école Boulle, j'ai fait les Arts Déco de Paris, toujours en architecture d'intérieur. Et ça a été vraiment difficile. J'ai passé mon mémoire, mais là, ça a été vraiment dur. Je me suis rendu compte plusieurs années après que l'architecture d'intérieur, c'était pas pour moi. Et oui, vas-y. Et je regrette de ne pas avoir changé de voie avant. Si je m'étais un petit peu... Enfin, j'ai travaillé dans des cabinets d'architecture, mais je suis toujours restée gratte-papier, entre guillemets, un petit niveau, mais je n'étais pas non plus très, très contente de ce que je faisais. Je pense que j'aurais dû pivoter avant. Et tu as pivoté? Oui, après? Du coup, oui. Quand le numérique est arrivé, je me suis dit, en fait, je veux devenir web designer. Je me suis reconvertie là-dedans en 2016. Après, j'ai entendu parler de l'UX design. J'ai fait, ouais, l'UX design, c'est encore mieux. Et après, j'ai passé mon master UX marketing. J'ai essayé de monter une start-up avec un ancien collègue, mais bon, ça n'a pas marché. Puis finalement, j'en suis arrivée là où je suis. Tu t'es dirigée vers de l'architecture, mais au niveau web, quoi. Oui, voilà. Oui. L'architecture, auparavant, c'était sur les chantiers, mais bon, ils n'ont pas l'habitude d'être dirigés par une femme. Et ça fait un petit peu de mal avec ça. Et ils me le faisaient comprendre. Ouais. Donc, non, c'était un peu difficile. Ouais. Bah justement, ça me fait penser aussi sur l'harcèlement que tu as pu subir, que ce soit au collège, lycée, que tu en as parlé tout à l'heure. Peut-être même après encore. Là, en l'occurrence, que tu te fasses pas respecter au travail en tant que femme. Qu'est-ce que ça te faisait ressentir tout ça? Et c'était de l'harcèlement, des reproches par rapport à quoi? Je savais pas assez bien me défendre. D'accord. J'avais pas la répartie, j'avais pas assez de répondants, je savais pas assez, je savais pas dire non. En plus parce que j'avais un an d'avance, donc j'étais plus jeune que les autres. Donc oui, c'était une période difficile de ma vie. J'ai pas du tout aimé le collège. Par contre, il y a un écrémage au fur et à mesure qu'on monte dans les études quand même. On se débarrasse les personnes néfastes finissent par être éliminées. Donc, après, au lycée, ça allait quand même mieux. Parce que tu prends peut-être de plus en plus d'assurance. Est-ce que c'est quelque chose, une évolution? Aussi. Puis après, j'ai fait une filière scientifique. Donc, il faut quand même avoir un certain niveau pour faire maths et physique-chimie. Donc, on se retrouve avec des gens un petit peu plus matures, on va dire. Oui, qui savent pourquoi ils sont là et qui sont un peu plus... Ils ne sont pas là pour emmerder le monde. Ouais. Et après ça, une fois au travail, est-ce qu'il y a eu des choses, des événements qui t'ont marqué? Je me rappelle d'un épisode, quand j'étais en stage, j'avais un patron qui était assez agressif, qui terrorisait ses employés. Et moi, je me laisse pas faire. Et je lui ai répondu. Et
Et lui, il n'a pas aimé. Et c'est parti en gros clash. et à chaque fois qui me rabrouait, moi, je lui répondais. Et à chaque fois, on s'engueulait. Et tout le monde baissait le nez dans l'agence. Et c'était assez difficile. Voilà, tu as fait un parcours, tout à l'heure, tu as dit, tu as fait ce parcours-là, en tout cas professionnel, qui t'amène là où tu es aujourd'hui. Parce que tu as fait ces études-là, tu as fait l'expérience en tant qu'architecte d'intérieur, puis une redirection vers UX, designer. Et maintenant, tu es là. Et en fait, tu es là, tu es où? Maintenant, je suis cofondatrice, donc je suis entrepreneur, mais c'est quelque chose que je n'imaginais même pas il y a encore 2 ans. C'est arrivé un petit peu comme par chance, quoi. C'est arrivé d'ailleurs suite à une crise d'épilepsie, suite à ce que je disais. Des fois, on a une vision un petit peu clairvoyante comme ça de sa vie. Et il y a des moments comme ça. Il y a des moments de chance comme ça dans la vie. Je trouve que moi, j'ai eu beaucoup de chance. Il y a eu des périodes difficiles, mais là, ces dernières années, ça a été beaucoup de moments de chance. Donc, à chaque fois, j'ai saisi la chance qui s'offrait. Et même si je n'avais pas les compétences forcément, j'ai jamais fait d'école de commerce, d'école de spécialité pour devenir entrepreneur. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais apprendre. Je vais faire des formations, je vais faire des séminaires, etc. Donc, je ne suis pas encore au top, mais on n'arrête jamais d'apprendre. Même à mon âge, on n'arrête jamais. Et quelles sont les rencontres pour toi qui ont marqué ton existence aujourd'hui? Parce que dans ton évolution, tout à l'heure, tu as parlé des rencontres, des professeurs qui ont quand même qui ont eu un impact, en tout cas dans ta construction. Oui. Tu as parlé d'un copain tout à l'heure que tu as eu. On a parlé des relations humaines que tu as fui pendant un petit moment durant la primaire, peut-être même après. Alors, où est-ce que tu places pour toi les relations humaines dans ta vie? Et quelle place elles ont? C'est vrai que je n'ai pas beaucoup de relations. Je suis assez solitaire. J'ai 1 ou 2 amis, on va dire. J'ai du mal à me confier aux gens. C'était plus facile, à la limite, quand j'étais en école d'art appliqué. Aujourd'hui, en fait, la solitude me convient assez bien. Et j'ai plus de relations dans le travail, finalement, qu'en dehors. Donc, oui, les professeurs, les collègues sont principalement mes relations. J'ai quelques amis, mais après, c'est vraiment pour la déconne. C'est pas tout à fait pareil, quoi. C'est quel type d'amitié là qui viendrait complémenter tout ça? Parce que là, tu as parlé de l'amitié pour la déconne et tu as parlé aussi du fait de se confier que tu ne fais pas. C'est des amis, mais de longue date. C'est avec qui on a fait les 400 coups. Mais quand on était jeunes, mais on a fait vraiment des conneries. On a fait vraiment des conneries. Donc aujourd'hui, maintenant qu'on est un peu rangé des voitures, on va dire, quand je peux pas parler business, enfin je peux pas parler de ma vie professionnelle avec eux parce qu'on a trop on a des parcours trop divergents. Chacun fait un petit peu sa vie de son côté. Donc aujourd'hui, mon parcours, il est tellement différent de celui que j'avais avant que non, je suis pour rester dans ma vie, pour parler de ma vie réelle aujourd'hui,
soit c'est mon copain, soit c'est les collègues de travail. On a parlé également donc des relations humaines. Et quels sont les événements qui viennent impacter ta vie et peut-être même les personnes où tu as parlé d'accidents, de cicatrices aussi tout à l'heure. Quels sont les événements qui sont venus impacter ta vie et changer peut-être le cours de ta vie à un moment donné? Oui, comme tu dis, les accidents, mais beaucoup l'épilepsie. Beaucoup, beaucoup. Ça a vraiment changé ma vision des choses. Je me suis rendu compte qu'on pouvait tout remettre en question, qu'on n'était pas attaché à une seule vérité, à un seul métier, à un seul point de chute, que vraiment on pouvait tout lâcher d'un coup et se remettre en cause et tout recommencer en fait. Moi, j'ai pas d'enfant, je me suis jamais mariée, donc je suis prête. J'ai fait beaucoup de concessions. Aujourd'hui, je repars après un peu de zéro en fait. Malgré le fait que j'ai 45 ans, et ça me dérange pas. Je suis prête à faire beaucoup de sacrifices pour recommencer et pour faire ce que je fais. Et tu repars de zéro à quel niveau? Je gagne rien du tout, donc je suis au RSA. J'ai investi beaucoup de mon argent personnel, donc maintenant il me reste plus grand-chose. Je vis en colocation. Donc, oui, il me reste vraiment plus grand-chose. Je vis comme je vivais quand j'avais 20 ans. Ouais. Avec 3 francs 6 sous, et voilà. Et comment tu te sens par rapport à ça? C'est quoi ton état d'esprit par rapport à tout ça? Très bien, j'ai pas de soucis par rapport à ça. En plus, je ne fume plus, donc je dépense beaucoup moins d'argent. Je fais attention à mes économies, comme bien sûr, hein, parce que le RSA, c'est pas beaucoup, mais... Non, je me sens très bien par rapport à ça. J'ai l'espoir que ça va marcher. Et donc, ça me suffit pour me maintenir dans ce que je fais. On va se tourner un petit peu plus au niveau de tes expériences liées à l'épilepsie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment ça se déploie chez toi? Quels ont été l'impact que ça pouvait avoir de faire ces crises à tel moment, dans tel événement, dans telle situation? Une fois, après une grosse crise d'épilepsie, on m'a emmené dans un centre de réinsertion. Enfin, c'est pas un hôpital psychiatrique, mais réinsertion, c'est pas le terme, je sais plus comment ça s'appelle. Pour les gens qui ont subi quand même une petite pichenette mentale. D'accord. Ok. C'est pas une maison de fous, mais c'est entre les deux, on va dire. D'accord. Donc je côtoyais comme ça des gens qui étaient un petit peu borderline comme moi. Mais alors je ne sais pas si c'est dû à la réaction, à l'état extatique ou aux médicaments qu'on me donnait. Mais alors moi j'étais complètement euphorique là-dedans, malgré que ça ressemblait beaucoup à une prison, hein. On avait une cour avec des barbelés et on avait le droit à 5 pauses par jour pour aller fumer une clope dans la cour. Mais alors moi, qu'est-ce qu'on s'emmerdait. Mais alors moi, j'étais vraiment euphorique et je dessinais les portraits des gens qui étaient là-dedans. Et je faisais des blagues, tout ça. Pourtant, il y avait des gens qui n'étaient pas heureux, hein. Qui avait une vision très morose de la vie, tout ça. Sinon, je parlais aussi des moments où j'entendais des voix. Ça peut faire sourire un peu des gens, hein, mais il y a eu des moments comme ça où j'ai reçu un peu comme ce que j'appelle une pichenette sur le nez. C'est « Hey, il serait temps de faire quelque chose là. Hop, fais ça. » Donc, il y a eu comme ça des moments réveille-toi, fais quelque chose là, fais ça. C'était fait quelque chose dans ta vie de manière générale ou c'était plutôt une action à faire dans l'instant T?
Non, c'est dans l'instant T. Vraiment, c'est... Hop, c'est pichenette. Voilà, c'est sur le nez, on te dit... D'accord. Et tes crises d'épilepsie, elles arrivaient à quel moment alors? C'était soit suite à beaucoup de stress quand j'ai passé mon master à l'école éthique. Je faisais 3 crises par semaine. C'était une période de gros stress. J'avais mon alternance. J'avais une semaine de cours. On passait des examens à la fin de chaque semaine. Je faisais des crises assez graves. Je me blessais. J'arrivais en cours avec des bleus partout sur le visage. Donc là, ça a été vraiment une année difficile. Donc soit le stress, soit la fatigue. Pareil aussi, je travaillais beaucoup, donc fatigue. Sinon, c'était un problème médicamenteux. Quand on a testé des nouveaux médicaments avec moi, parfois, c'était pas adapté. Il fallait faire plusieurs tests avant de trouver le bon. Moi, il a fallu 15 ans avant de trouver le bon. Toutes les épilepsies sont différentes, donc il faut beaucoup tester. Et là, je crois qu'on a trouvé le bon cocktail pour moi. Donc, Et depuis combien de temps tu ne fais plus de crise alors? Ça fait un peu plus d'1 an. D'accord. Ouais, c'est très récent. Ouais. Très récent. Et en attendant, tu m'as parlé des accidents, du fait que tu avais pas mal de brûlures, que tu t'étais cassé le pied. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, la plus grosse blessure due à l'épilepsie, c'est que j'étais sous la douche, j'ai allumé le mitigeur. Donc pour faire venir l'eau chaude, en général, tu mets le mitigeur sur eau chaude à fond, puis après tu règles. Moi, j'ai allumé le mitigeur sur eau chaude à fond. J'ai fait ma crise d'épilepsie. Et l'eau chaude, elle sort à, on va dire, 70 degrés de ma bonbonne. Et j'ai dû rester, je sais pas, 5 minutes sous l'eau chaude. Et quand je me suis réveillée, j'avais la peau en lambeaux. Je m'étais brûlée toute la peau des cuisses. Donc, il a fallu m'opérer. Je suis restée en chambre stérile pendant plusieurs jours. On m'a rasé la tête. On a prélevé la peau du scalp pour, pour la réimplanter sur les cuisses. Et comme ça ne suffisait pas, il n'y avait pas assez de peau, on m'a repris aussi de la peau ailleurs pour la mettre sur les mollets. Wow. Oui, donc ça a été le plus grave. Je suis tombée aussi sur un chauffage radiant, donc pareil, brûlure. Il m'en est arrivé des vertes et des pas mûres. Quand tu te réveilles là, c'est quoi ta réaction par rapport à tout ça? Alors au début, quand on se réveille, on ne sent pas la douleur. Je me réveille, je vois de la peau qui pend. Je me dis, tiens, c'est quoi ça? Et puis après, la douleur se réveille. Alors, je ne sais pas si tu t'es déjà brûlé. Oui, forcément. Déjà... Je ne sais pas à quel niveau. La brûlure au 3e degré, c'est vraiment atroce. Moi, je m'étais jamais brûlée au 3e degré, donc je vois de la peau. Je fais, oh là, je me suis fait mal. Je vais me coucher. Et puis là, la douleur se réveille et... Je commence à pleurer. Et j'avais un chat à l'époque. Et le chat vient sur moi et me regarde en me disant mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Et finalement, au bout de 2 jours, je me suis décidée à aller chez le médecin. Enfin, à l'hôpital plutôt. Et là, ils m'ont dit « Oh là, mais mon Dieu, mais c'est grave ça !» La jambe cassée, c'est un banal accident de la route. Donc ça, c'est classique. Classique, je sais pas, parce que vu la cicatrice, c'est pas si classique que ça. J'étais à l'arrière de la mobilette avec mon copain. Il a fait un signe de la main gauche pour dire qu'il tournait à gauche. Et la nana en voiture derrière a cru que ça voulait dire tu peux doubler. Donc elle a accéléré. Et moi, j'ai fait le tampon entre la mobilette et la voiture. Voilà. Et donc, elle nous a percutés. Et moi, j'ai eu la jambe cassée en 2.
quand j'ai regardé ma jambe, j'ai vu qu'elle pendait à 90 degrés. Et c'était une fracture ouverte? Ouverte, oui, ouverte. Wow. Les deux os de... donc c'est le... Je sais plus comment ça s'appelle. Le tibia et la fibula, je crois. La fibula? Ouais. Ok. Ok. Et c'était dans les Landes, donc on m'a envoyé à l'hôpital Mont-de-Marsan. Ils ont essayé de remettre ça correctement, mais ils sont un petit peu plantés, donc il a fallu refaire une opération pour remettre les os correctement. Et après, j'ai porté une attelle qui sortait de la jambe pendant 2 mois. Wow. Et pendant 9 mois, du coup, j'étais en fauteuil roulant. Et t'as pas perdu connaissance quand t'as vu ton... Non, c'était très douloureux, mais par rapport à toutes les douleurs que j'ai encaissées dans ma vie, c'était pas le pire. D'accord. Non, franchement, la brûlure, c'est le pire. Il y a aussi ce qu'on appelle la maladie de la pierre. C'est quand on a un caillou dans les reins. Ah ouais? Ah oui. Des sortes de cristaux. Oui, voilà. Ouais. Ça, c'est vraiment horrible. Là, tu pleures. Et comment vous avez découvert ça? On m'a emmené à l'hosto, ils ont fait un scan et ils ont vu ça et on te donne un médoc pour dissoudre le caillou. T'as toute une histoire avec les maladies, avec la douleur physique aussi. Oui, je peux te mettre des notes sur pas mal de douleurs. Alors, par contre, j'ai pas vécu l'accouchement. Il paraît que c'est une des pires. Est-ce que ces douleurs physiques, ou peut-être même sans ces douleurs physiques, il y a eu des ressentiments pour toi sur des blessures qui n'étaient pas visibles? Donc les fameuses blessures invisibles dont on a parlé au départ. Oui, bien sûr. Oui. Les maladies d'amour, oui, se faire quitter par quelqu'un qu'on aime. Oui. Au collège, j'ai été humiliée devant tout le monde aussi. Ça, c'était absolument atroce. Donc oui, ça c'est plus fort, plus traumatisant que la douleur physique. La douleur physique, on s'en remet. Et puis je veux dire, c'est un souvenir, mais on sait que ça a fait mal, mais je veux dire, c'est pas. Après, ça reste une anecdote à raconter, ça fait rigoler. Par contre, la douleur sentimentale, psychologique, ça, c'est autre chose. Même aujourd'hui, ça fait encore mal. Et quelles a été les conséquences de cette humiliation, de ces expériences, selon toi? L'humiliation devant tout le monde, ça a été vraiment dur. Ça a été vraiment dur de s'en remettre. J'ai perdu beaucoup de confiance en moi à l'époque. Ouais. Et je regardais... J'ai accordé beaucoup trop, je pense, d'attention au regard des autres. Après, je faisais très attention à ce que les autres pensaient de moi, comment j'apparaissais, comment je m'habillais, est-ce que je convenais bien, est-ce qu'on attendait de moi physiquement. Non, ça m'a beaucoup marqué. Et c'est quelque chose sur lequel tu as dû travailler? Oui, après, avant, je m'en fichais, mais après, il fallait que je suive les codes. Oui. Il fallait que je suive les codes de l'époque si je ne voulais pas paraître pour une paria. Ouais. Il fallait que je fasse comme tout le monde. Voilà, je rentre dans le rang. Et qu'est-ce que ça a signifié, ça? Comment ça se manifestait? Il fallait s'intéresser à tous les sujets débiles qui intéressaient les jeunes à l'époque. Les groupes de musique débiles, les marques de vêtements que tout le monde mettait, mais moi je m'en fichais. Mais bon, il fallait avoir un sac chevignon pour paraître cool à l'époque. Voilà. Donc, bon. Et c'est quoi ton état d'esprit avec le recul par rapport à tout ça? Que les gamins sont cruels. Mais on peut pas. C'est difficile
c'est difficile de passer outre. Aujourd'hui, on parle beaucoup du harcèlement à l'école. Alors, ils font des espèces de cours pour en parler aux gamins au collège. Bon, après, les enfants disent oui, bon, non, c'est vrai que c'est pas bien. Moi, les profs disent oui, bon, si tu vois quelqu'un qui se fait harceler, toi, qu'est-ce que tu vas lui dire? Je vais lui dire non, t'inquiète pas, il faut pas faire attention à eux. Mais en réalité, c'est pas ça la réalité. Ça fait toujours rigoler de voir quelqu'un souffrir, de voir quelqu'un se prendre un pet dans la gueule. Quand on regarde des vidéos de quelqu'un se casser la gueule, ça nous fait toujours rigoler. Donc c'est pas vrai tout ça. Donc non, on ne changera pas les choses par rapport à ça. Il faut essayer de se... Moi, quand mon neveu... j'ai pas d'enfant, donc quand mon neveu est arrivé au stade du collège, je l'ai tout de suite prévenu. Je fais attention, il y a des gamins qui risquent de te harceler, de te faire du mal. C'est la première chose que je lui ai dit, puisque c'est ce que j'ai vécu. Et à chaque fois, je lui demande alors, est-ce qu'il y a des gamins qui te harcèlent? Il fait non, tout va bien, moi c'est bon, je fais partie des populaires de la classe. Je fais, bon, tout va bien. Mais garde cette question en tête pour après, parce que juste avant, je voudrais qu'on traite de la perte de confiance que tu as eue. La perte de confiance que toutes ces moqueries, tout ce harcèlement et la perte de confiance que tous ces événements a pu engendrer, il fallait reconstruire ta confiance. Et comment ça s'est passé ça? Est-ce que tu as réussi même à reconstruire cette confiance-là? Alors oui, j'ai réussi parce que, comme je t'ai dit, les années passant, il y a un écrémage qui se fait entre les petits cons et les gens qui veulent vraiment arriver quelque part. Donc au final, ça permet de se reconstruire mieux quand on arrive dans les classes supérieures. Après, c'est moi finalement qui ai eu du mal à m'adapter parce que j'ai gardé une certaine agressivité par rapport à ça. J'avais un peu trop tendance à dire ce que je pensais franco, sans filtre, et parfois, ça pouvait faire du mal aux gens. Je ne me rendais pas compte. Et on me l'a souvent reproché après. Et il a fallu un petit peu de temps pour que je me réadapte. Voilà, ça a fait des hauts et des bas jusqu'à se stabiliser. Voilà. D'accord. Et les séquelles que ça a pu laisser, comment tu les as identifiées? Parce que là, peut-être que c'était une des séquelles, l'agressivité, le fait de perdre peut-être la tolérance que tu pouvais avoir avant. Quelle a été, même sur la confiance en toi, sur ton aperçu par rapport à toi-même, par rapport à comment tu étais physiquement, comment tu étais dans ta manière d'être, quelles ont été les séquelles que ça a pu laisser par rapport à ton aperçu par rapport à toi? C'est un peu difficile de répondre à ça parce que on ne connaît jamais la vision que les autres ont de eux-mêmes. Moi, je me vois toujours à l'extérieur de moi-même et j'essaye de me voir avec la vision des autres. C'est un petit peu... Ça peut paraître curieux pour certaines personnes, mais c'est peut-être la généralité. Je ne sais pas, en fait. Mais je me vois peut-être trop avec la vision des autres. C'est peut-être la conséquence de ça. C'est plutôt handicapant. J'aimerais pouvoir pas m'en débarrasser, mais j'aimerais pouvoir m'en libérer un petit peu de temps en temps. Je me disais justement, j'en parlais avec Yasmine, puisqu'on parlait de pitch, comment se sentir plus à l'aise pour pitcher. Elle me disait, qu'est-ce qui pourrait t'aider? Je disais, peut-être refaire des cours de théâtre, faire du théâtre d'impro. C'est vrai que le théâtre, c'est peut-être une manière de se sentir plus à l'aise.
Parce que là, on joue un rôle. On n'est plus soi. On joue. Et donc, c'est vrai que ça peut aider. On est en public, mais on interprète quelqu'un d'autre, donc ça peut aider. Je voyais, il y a pas mal d'exercices aussi qui existent pour essayer de se détacher un petit peu du regard des gens. Par exemple, rester planté, c'est quelque chose que j'ai fait pour une vidéo, mais rester planté à un endroit où il y a du public, il y a des gens qui passent, sans rien faire. Rien. Et là, les gens te regardent, les gens vont penser quelque chose de toi. Et c'est un exercice qui te permet justement d'essayer de t'émanciper de ce que du regard des gens, parce que forcément tu en auras. Mais ce qui est encore plus fort, c'est se rendre compte que les gens qui te regardent là, même si tu es en train de tomber, en réalité, ils te regardent au moment T, mais dans 2, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, ils t'auront oublié. Oui. Dis-toi que les gens qui étaient là ce jour-là, qui l'ont vécu, l'ont totalement oublié. Ouais, il n'y a que toi vrai. Qui t'en souviens. Totalement. Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui que tu continues à supporter alors que tu voudrais t'en débarrasser? J'ai l'impression d'être scannée, analysée. Voilà. Qui vont se dire ah ça va pas, ça va pas. Donc oui, je vais avoir tendance à stresser, à vouloir tout corriger en même temps sans savoir exactement quoi, voilà. Donc non, il faudrait du lâcher prise, plus de lâcher prise en disant voilà, non, je m'en fous. Enfin, c'est pas que je m'en fous, non, mais plus du lâcher prise. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un rêve, un objectif que tu t'es vu abandonner à cause des événements qui se sont passés? J'aurais bien voulu faire du théâtre, justement, puisqu'on en parlait. Après, pourquoi j'ai abandonné bon, j'étais pas assez douée, puis j'avais pas vraiment le temps. Mais ça c'est un rêve que j'aurais aimé faire. Ouais, que tu aurais voulu approfondir. Ouais. Et à quel moment, alors, parce qu'il y a eu quand même, tu as subi pas mal de moqueries, pas mal de regards néfastes sur toi, nocifs. À quel moment de ta vie tu t'es dit que tu méritais mieux? J'ai toujours cru quand même en moi. Je me suis toujours dit que je valais quelque chose. Je me suis toujours dit que j'y arriverais. Après, j'ai tendance à procrastiner un petit peu. J'ai attendu un peu longtemps avant de me réveiller, vraiment. Mais j'ai toujours cru en moi. J'ai toujours pensé que j'arriverais à quelque chose. Donc, juste, le seul regret, c'est de m'être réveillée un peu tard. Voilà. Ouais. Et ça a été c'est la petite pichenette sur le nez, tu vois. Ouais. Allez, maintenant, il faut se réveiller. Voilà. Ouais. Parce que ça, justement, ma question, ça a été quoi, cette petite pichenette sur le nez? Ça a été quoi, ce déclic? Peut-être l'épilepsie, voilà. Ouais, d'accord. Il y a quelque chose, après une crise, qui m'a dit, allez, hop, c'est le moment. Voilà. C'était, regarde autour de toi, il y a tout un monde que tu n'as pas encore découvert. Qu'est-ce que tu es en train de faire de ta vie, là? Tu es en train de... La vie, c'est pas éternel. Hein. Il faut en faire quelque chose maintenant. À l'époque, j'avais 40 ans, donc tu as quand même 40 ans maintenant. Il faut faire quelque chose maintenant. Voilà. C'était il y a 5 ans, du coup. Voilà. Ouais. Si tu devais te demander pardon à toi-même pour quelque chose, tu te demanderais pardon pourquoi? D'avoir un peu trop gâché le temps. C'est vrai que le temps, c'est précieux. Ouais. Quand on est jeune, on croit qu'on a la vie devant nous, mais c'est précieux. La santé aussi, c'est pareil. On se dit que c'est bon, tout va bien, on est jeune, on peut faire des conneries, mais non, c'est pas... On a une dose qui n'est pas illimitée. Donc, voilà, il faut faire attention. Et le temps, c'est pareil, il faut en profiter tant qu'on en a. Et si tu
te replonges dans le passé, comme on vient de le faire, mais peut-être encore de manière plus détaillée, puisque tu es plus à même encore à mieux connaître ton histoire. Est-ce que tu arrives à identifier le moment où tu aurais eu besoin de la grande Juliette que tu es aujourd'hui? Oui, probablement. Quand je venais juste de finir mes études à l'école Boulle, j'ai passé une année en Erasmus à Milan. C'était vraiment une super année. Je me suis vraiment éclatée. Et il y avait une coupure totale avec mon environnement à Paris. Ça a été vraiment extra. Je pense que j'aurais pas continué dans l'architecture à ce moment-là. J'aurais vraiment coupé les ponts. Et j'aurais fait quelque chose de différent à ce moment-là. J'aurais recommencé autre chose, puisque après j'ai enchaîné sur les arts déco. Et je pense qu'au lieu d'enchaîner sur 2 ans de plus dans l'architecture, j'aurais essayé de faire quelque chose d'autre. Sachant que je l'ai regretté après, en finissant mon mémoire aux arts déco, ça s'est pas bien passé, j'aurais fait autre chose. Et qu'est-ce que alors t'aurais dit à la petite Juliette? J'aurais dit change maintenant, perds pas ton temps, c'est pas ton truc. Imagine aujourd'hui, tu revois cette petite Juliette du passé. Cette petite Juliette t'adresse la parole. Tu penses qu'elle te dirait quoi? Et c'est vrai que du coup, que c'est toi, que c'est elle, mais en plus grande, qui a évolué. Et donc là, en voyant cette évolution, en sachant tout ce que tu as vécu, en sachant tout ton parcours, toute ta trajectoire, qu'est-ce qu'elle te dirait? Elle me dirait « Ah, t'es vieille !» Non, elle dirait « Ah, c'est bien !» Ah, c'est pas mal, j'imaginais pas ça comme ça. Ah ouais. Elle serait surprise par quoi alors? Le fait d'avoir réussi à monter une boîte, je pense que ça, elle s'y attendait pas du tout. C'est pas du tout ça qu'elle avait prévu. Ouais. Imagine alors le micro qui est devant toi, Juliette. Il s'adresse à toute la Terre. Ouais. Et ton message arrive à toute la Terre. Qu'est-ce que tu aurais à dire? Je dirais c'est pas avec l'argent qu'on va rendre la planète meilleure. Même si, c'est quand même avec l'argent qu'on crée des fondations, tout ça. Mais s'il y a un métier que j'aurais jamais pu faire, c'est le métier de trader, par exemple. Je dévie un petit peu pour éviter la question. Mais je repense à un film avec Kevin Spacey qui s'appelle Margin Call, qui parle de la crise des subprimes en 2008. Et ça raconte l'histoire d'une boîte financière. Tu as un nouveau petit trader qui arrive dans la boîte, qui fait des calculs très savants et qui se rend compte qu'en fait, tous les titres de la boîte ne valent plus rien et que la boîte est en train de se casser complètement la figure et que l'économie mondiale va s'écrouler. Et donc, il en parle au directeur, qui en parle au surdirecteur, etc. Ça commence à remonter. Et ils se disent, mon Dieu, mais c'est la catastrophe. Il va falloir revendre tous ces titres qui valent plus rien du tout. Et on leur dit, mais si on revend tout, l'économie mondiale va s'écrouler, ça va être la catastrophe. Ils font, mais on s'en fout. Il faut absolument qu'on écoule tout ça. Et voilà, en fait, il y a des millions de personnes, suite à la crise des subprimes, qui se sont retrouvées à la rue. Mais bon, tout ça pour du fric, ça a foutu des millions de gens à la rue. Comme quoi, voilà, il y a des métiers, on s'en fout vraiment des valeurs humaines et on est juste là pour l'argent, on est juste là pour les bénéfices des investisseurs et à la limite,
on n'est pas là pour créer de la valeur humaine, on est juste là pour créer de la valeur monétaire. Donc ça, c'est premièrement, c'est vraiment quelque chose que... Pour moi, la valeur humaine, c'est vraiment la chose la plus importante. L'argent, c'est pas ça qui compte. Donc, et secondo, vouloir le pouvoir à tout prix, c'est ce qu'on voit actuellement avec des gens comme Poutine, avec les gens comme Xi Jinping et tous les pays totalitaires. Je ne vois pas beaucoup l'intérêt non plus. L'ivresse du pouvoir, ça c'est aussi pareil, c'est quelque chose que je ne comprends pas, mais bon. Tout ça, ça entraîne des millions de morts. Et c'est tout ça pour quoi? Tout ça pour l'argent, pour le pouvoir. Bon, c'est pas aligné avec ce que j'estime le progrès de l'humanité. Et comment tu te définis, Juliette, aujourd'hui? Comment je me définis? Ouais. Je te retire tout ton statut, tout ce qui est travail, profession, etc. Comment tu te définis? T'es quoi? T'es qui? Comment je me définis sans mon travail, sans mon statut? Je pense que je suis une créatrice avant tout. Après, je pense que je porte des valeurs humaines avant tout. Je me bats pour des valeurs humaines, pour plus d'égalité, pour que chacun ait ses chances. Et voilà, moi, l'argent, à la limite, c'est pas ce qui me motive le plus. Disons que c'est un plus, mais c'est pas ce que j'attends vraiment de la vie, on va dire. Merci. On arrive à un point où je trouve que aujourd'hui, on se pose beaucoup la question « ça va, ça va, ça va ». Je trouve que cette question, elle incite déjà à une réponse d'une part, parce que tu dis « ça va ». Souvent, en général, tu t'attends pas à ce que quelqu'un te dise « non, ça ne va pas ». Non, ça va pas. Ma meuf vient de me quitter. Non. Exactement. Ah ouais, d'accord. Bon, je vais me prendre un café. Hein. Exactement. D'autant plus que cette question ne laisse qu'un choix binaire. Soit ça va, soit ça ne va pas. Mais comme j'ai dit, tu t'attends pas à ce que la personne te dise non, ça ne va pas. En plus de ça, souvent aujourd'hui, ce ça va est utilisé comme une ponctuation. Souvent, tu vas rencontrer quelqu'un dans la rue, un collègue, un ami. Vous allez vous dire salut, ça va. Parfois, tu n'entends même pas. La personne ne va même pas écouter la réponse qui vient derrière. Ouais. Ce qui fait que cette question, le ça va, devient une marque de ponctuation plus qu'une question réelle. Comment tu vas, Juliette? Ça va très bien, mais vraiment. Ouais. Non, je me sens plutôt épanouie. Le seul truc qui me manquerait, ça serait de prendre un peu de vacances. Mais sinon, ça va très bien. Magnifique. De voir un petit peu plus mes proches, parce que ça fait... En général, je les vois au moins 2 fois par an, c'est-à-dire au moins à Noël et en été. Là, j'ai pas eu le temps de les voir en été, mais sinon, non, ça va bien. Je me sens plutôt épanouie. Merci beaucoup, Juliette, d'avoir accepté de venir à Alors, c'est quoi ton histoire? Merci beaucoup à toi. Avec plaisir. Comment tu t'es sentie là? Forcément. Voilà, c'est une vraie catharsis. Ça fait remonter pas mal de vieux souvenirs. Donc, c'est une sorte d'analyse de soi, oui, une catharsis, c'est ça. Ça fait... Ouais, ça fait remonter pas mal de choses. Comment tu vis ces souvenirs, cette catharsis? Non, mais c'est bien d'en parler parce que on peut extérioriser. Puis si en plus d'autres personnes se reconnaissent là-dedans, on a l'impression de ne pas être seul. Voilà. C'est totalement le but avec Alors, c'est quoi ton histoire? Merci beaucoup, Juliette. On passe par
le dernier clap de la fin.